Voilà, demain, il y aura grève dans de très nombreux secteurs, grève en faveur du pouvoir d'achat. On va essayer de comprendre les raisons de cette grève avec notre invité en plateau. C'est Estelle Keulemans, qui est la secrétaire régionale de la FGTB bruxelloise, donc le syndicat socialiste. Bonsoir Estelle Keulemans. Demain, grève générale, ça veut dire appel à la grève dans tous les secteurs et dans tout le pays ? Exactement. Donc, apparemment, elle sera bien suivie parce qu'effectivement, on nous annonce effectivement de fortes mobilisations, que ce soit, comme vous l'avez dit, dans les transports publics, mais également dans l'industrie, dans le commerce, dans l'enseignement. Voilà. En tout cas, pour le moment, les échos qui nous reviennent de la base sont assez mobilisateurs. Ouais, donc c'est un appel en front commun FGTB-CSC, le syndicat chrétien, également avec l'association du syndicat libéral. Ça court à partir de 22h ce soir, donc il peut y avoir des perturbations dans les transports en commun dès ce soir. Il y aura aussi donc les services minimums dans les hôpitaux, perturbations dans les écoles, les entreprises privées, vous voulez le dire. Il n'y avait pas d'autre moyen de vous faire entendre ? Alors je pense qu'il est important justement d'avoir une mobilisation aussi importante que la grève générale. Et puis de toute façon, elle n'est pas décrétée par le top des syndicats, une grève. Il y a une demande de vos affiliés ? Il y a effectivement, donc c'est la base qui se positionne par rapport à ça. Donc on a effectivement des instances qui se réunissent pour décréter ce type d'action. Et soyons clairs, c'est jamais un choix réel de faire ça. En tout cas, c'est toujours compliqué de décider une journée de grève. Parce que notamment pour les travailleurs, et en particulier les travailleurs qui aujourd'hui, comme vous le soulignez, ont des problèmes de pouvoir d'achat et même de pouvoir de vivre, ça signifie aussi une perte de revenus. Et ça signifie aussi quelque part se mettre en danger parfois, se mobiliser pour la grève. Donc ce n'est jamais quelque chose... On peut être sanctionné pour la grève en Belgique ? Non. Comment ? On ne peut pas être sanctionné parce qu'on fait grève en Belgique. Ah, alors on ne peut pas en principe, mais évidemment on n'est pas toujours bien vu lorsqu'on fait grève ce jour-là. Oui, alors on rappelle quand même qu'il y aura donc des perturbations forte dans les transports en commun, notamment à la Stib à Bruxelles demain matin, qui a un vol annulé sur 2 au départ de l'aéroport de Bruxelles, qui a des perturbations dans les écoles, mais que les écoles sont tenues d'accueillir les élèves. On rappelle tout ça quand même. Il y aura des piquets de grève en région bruxelloise demain ? Alors il y aura pas mal de piquets de grève, effectivement. Donc les listes circulent. Il y aura également des piquets volants et il y aura des rassemblements qui sont prévus également. Alors les raisons de cette journée d'action, c'est quoi ? C'est le pouvoir d'achat. Ça concerne à la fois les prix de l'énergie et à la fois la norme salariale, si j'ai bien compris. La norme salariale, c'est quand même une demande récurrente des syndicats de pouvoir la revoir. On rappelle que les augmentations salariales sont plafonnées par une loi qui date de 1996. C'est le moment de réclamer la remise en cause de cette loi, alors que elle protège quand même les salariés en Belgique, parce qu'on a une indexation automatique des salaires que les Français et les Allemands n'ont pas. Mais il ne faut effectivement pas confondre indexation des salaires et normes salariales. Et il est plus qu'urgent justement de revoir cette loi, puisque le gouvernement précédent, le gouvernement Michel, en 2017, l'a rendue beaucoup plus contraignante et rend quasiment impossible, rend impossible une négociation d'évolution des salaires. C'est-à-dire que la norme qui était indicative est devenue contraignante. Donc notamment, mais ça fait 10 ans qu'elle est devenue contraignante. Mais le problème, c'est que pour le moment, les normes qui se dessinent, non seulement pour les 2 prochaines années, mais pour les 6 prochaines années, en réalité, sera de zéro. Donc en fait, même dans les secteurs qui pour le moment font de grands bénéfices, et j'en citerai un, la commission paritaire 117, donc la construction métallique, qui effectivement l'année dernière a redistribué environ 3 milliards de dividendes à ses actionnaires. Donc il n'y aura pas de possibilité, même dans les secteurs qui font de gros bénéfices, et il en existe, soyons clairs, de négocier des augmentations de salaire qui sont pourtant plus que nécessaires. Oui, mais vous savez ce que vous répondent les organisations patronales, Estelle Keulemans, c'est de dire, mais avec l'indexation automatique des salaires, les salaires, ils augmentent en Belgique, alors qu'ils ne manquent pas en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, et donc ça accentue un déficit de compétitivité, comme disent les entreprises, vis-à-vis des concurrents. Et donc si on permet des augmentations de salaire, on va mettre un certain nombre d'entreprises en difficulté. Alors d'abord, permettre des augmentations de salaire, d'abord elles devraient négocier les augmentations de salaire. Donc on n'est pas fou non plus. Et d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une norme salariale au-dessus de 0 et au-dessus de l'indexation, qu'elle est acquise. Ça signifie tout simplement qu'elle pourra être négociée dans les secteurs où c'est, et les entreprises où c'est possible. Et donc les secteurs où c'est possible, c'est la construction métallique, mais il y en a beaucoup, notamment la chimie. Alors, il faut savoir que 2021, malgré le Covid, était une année record en termes de distribution de dividendes. Et ça signifie tout simplement que lorsqu'on empêche les salaires d'évoluer, lorsqu'on fixe une norme salariale, et la précédente était à 0,4%, mais finalement, depuis 2008 et depuis la crise de 2008, les salaires n'ont eu la possibilité d'évoluer hors inflation que de 3%. Donc 3%, alors que la richesse créée, et notamment
notamment l'évolution du PIB, pour ne prendre que cet exemple-là, au-dessus de l'inflation, était de plus de 16%. Ça veut dire que le différentiel, il va dans la poche des actionnaires? Et donc, effectivement, le problème, c'est que pour le moment, la part de la richesse qui est créée ne va pas vers les travailleurs. Et donc, d'office, à la bloquer et l'empêcher d'être donnée et redistribuée aux travailleurs comme il se doit, fait en sorte que ça part vers les dividendes des actionnaires et pas vers une amélioration de la compétitivité, justement. Ouais. Et pourtant, nos salaires, ils augmentent quand même plus vite que les Français ou les Allemands. Vous êtes d'accord avec ce constat ou pas? Alors, c'est grâce, effectivement, à ce mécanisme d'indexation qui, pour le moment, justement, est défendu et d'ailleurs est défendu et porté au nu par l'OCDE lui-même. Hein. Donc, voilà. Et vraiment, donc, l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Voilà, oui. Une protection pour les travailleurs, mais qui n'est pas suffisante aujourd'hui et qui, quelque part, ne permet pas non plus une juste redistribution des richesses qui sont créées vers les travailleurs. Alors, il y aura un certain nombre d'actions et de piquets de grève demain, on l'a dit. Oui. Vous participerez, vous, notamment à une action qui est annoncée devant le siège social d'Engie. Pourquoi est-ce qu'il faut bloquer Engie? Alors, on ne bloque pas particulièrement Engie, c'est une action symbolique, mais il y aura des piquets, effectivement, un petit peu partout. Engie, c'est une entreprise, et notamment emblématique, puisqu'il y a la question des surprofits aujourd'hui. Alors, surprofits, soyons clairs, hein, c'est des profits, en plus des profits que ces entreprises faisaient déjà. On parle de plusieurs milliards dans le cas d'Engie. Effectivement. Donc, il est plus que nécessaire aujourd'hui d'arrêter d'avoir des surprofits qui sont des surprofits de guerre et qui sont payés par vous, par moi et par les travailleurs. Ouais. Qu'est-ce que vous demandez à Engie? Ce qu'on demande à Engie, effectivement, c'est à un moment donné de décréter, avec le gouvernement, avec des mesures qui peuvent être prises, un plafonnement des prix de l'énergie pour permettre à chacun, finalement, aujourd'hui et demain, parce qu'il ne faut pas croire, hein, cette crise, effectivement, elle risque de durer, de pouvoir faire face de manière correcte au prix et au paiement de ces factures d'énergie. Mais donc, bloquer les prix de l'électricité ou du gaz, on pourrait demander ça à Engie, il faudrait le demander à l'ensemble du secteur? Il faut le demander certainement à l'ensemble du secteur. C'est une décision politique, a priori. Mais c'est pas que... Oui, c'est une décision politique, mais ça pourrait être une décision d'Engie aussi. Oui. La CGSP, donc la centrale du syndicat socialiste dans les secteurs publics, la CGSP des administrations locales et régionales, appelle carrément à nationaliser le secteur de l'énergie. C'est une position que défend l'ensemble de la FGTB ou pas? C'est tout à fait défendu par l'ensemble de la FGTB. Pourquoi ? Pourquoi se retrouve-t-on d'ailleurs dans la situation actuelle avec une explosion des coûts de l'énergie due à une reprise après Covid et puis surtout à une guerre en Ukraine? Tout simplement parce que le marché de l'électricité et du gaz ont été libéralisés il y a 20 ans. Et soi-disant, cette libéralisation du marché allait faire en sorte que les prix allaient être beaucoup plus accessibles, vu la concurrence, qu'il allait y avoir une sécurité d'approvisionnement, qu'il allait y avoir des investissements réels dans les énergies verte. Et puis, qu'est-ce qu'on constate, effectivement, 30 ans après, et surtout dans le contexte actuel, effectivement, d'une économie de guerre, à cause de la guerre en Ukraine, c'est qu'on est loin du compte. Ouais, mais donc, nationaliser, ce serait revenir à une situation d'avant Electrabel. C'est envisageable? C'est tout à fait envisageable. Ça veut dire qu'il faut, une décision politique. Il faut confisquer les actifs d'Engie ou indemniser Engie, ça va pas coûter très cher à l'État belge? Alors, ce n'est pas une question de coûter ou ne pas coûter. À un moment donné, il faut des décisions qui sont des décisions courageuses. Le gaz, l'électricité, l'énergie, plus que jamais, la crise actuelle le montre, est un bien de première nécessité auquel tout le monde doit avoir droit et accès et qui ne doit pas être un bien qui doit faire l'objet de spéculation comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc ça fera partie des revendications que vous porterez demain dans les actions de grève? Certainement. Ouais. Alors, il y a eu des négociations qui se sont interrompues hier soir. C'est aussi l'actualité entre les partenaires sociaux, ce qu'on appelle le groupe des 10, notamment sur ce fameux accord interprofessionnel qu'on doit négocier tous les 2 ans et ça a chopé sur la norme salariale dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire que c'est maintenant au gouvernement fédéral de trancher? Alors, en principe, c'est ce que la loi prévoit, mais, mais d'un autre côté, elle prévoit aussi qu'on devrait avoir la capacité de négocier sur cette norme salariale jusqu'à la mi-janvier. Mais entre la position des entreprises qui est de dire, avec l'indexation automatique des salaires, on donne déjà beaucoup et on est en déficit de concurrence par rapport à nos pays voisins, et votre position à vous qui est de dire il y a des secteurs où on doit pouvoir débloquer la négociation et avoir des vraies augmentations de salaires conséquentes, on ne voit pas le chemin pour un accord possible, Estelle Coelmans. Évidemment. Vous le voyez, vous, ou pas, ce chemin? Alors, pour le moment, les employeurs, avec cette loi de 96 telle qu'elle a été écrite par le gouvernement Michel, ils sont dans un fauteuil. Et donc, ils sont dans un fauteuil de ne pas... Mais ça n'a pas été remis en cause lors de la négociation de l'accord gouvernemental. Donc, a priori, la loi de 96, elle doit rester jusqu'à la fin de la législature. Mais nous le remettons en cause, en tout cas les organisations syndicales, et nous continuerons à remettre en cause... Vous avez l'espoir d'être entendu par le gouvernement fédéral? En tout cas, si ce n'est pas par celui-ci, ça devra l'être effectivement par le suivant, parce que je ne pense pas que les travailleurs vont pouvoir continuer à accepter d'avoir des salaires qui sont bloqués pendant que les dividendes augmentent. Ouais, c'est le ministre du Travail et de l'Emploi, Pierre-Yves Derman, qui va devoir arbitrer ce conflit. Il pourrait sortir de la loi 96 ou c'est impossible pour lui politiquement?
La balle sera effectivement dans son corps et dans celle du gouvernement. Ouais. Dans cet accord interprofessionnel, on lit souvent avec cet accord l'enveloppe bien-être. Donc il y a 1 milliard à répartir pour augmenter les petites pensions ou un certain nombre d'allocations sociales. Là aussi, c'est le gouvernement qui doit avoir tranché. Alors il faut savoir que cette enveloppe bien-être, normalement, le timing de cette enveloppe bien-être doit être découplé. C'est pour le 15 septembre qu'il doit, en principe, avoir un avis des interlocuteurs sociaux. Le seul problème, c'est que de manière cynique, et depuis effectivement 2008, les patrons prennent en otage l'augmentation de ces pensions et des allocations minimum. Prendre en otage, c'est habituellement ce qu'on dit des syndicats pour les usagers lorsqu'il y a grève, que vous prenez les usagers en otage. Vous renversez l'expression là. Je ne renverse absolument aucune expression. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, il est urgent d'augmenter effectivement les pensions, les allocations de maladie, d'indemnité, le revenu d'intégration et même les pensions des indépendants, soyons clairs aussi, vu l'explosion du pouvoir d'achat et que les patrons ont le cynisme effectivement de prendre ça en otage pour avoir une norme salariale qui de toute façon est dictée par la loi et est à 0%. Et ils s'appuient quand même sur le Conseil central de l'économie, les patrons, en disant qu'il y a un handicap salarial avec les pays voisins, que donc il n'y a pas de raison d'avoir une marge salariale possible. Est-ce qu'on va dans le mur, Estelle Kullmann? C'est-à-dire, je pose ma question différemment. Il y a une action demain. Est-ce que ça veut dire que si les positions ne bougent pas, on a d'autres actions qui seront annoncées fin d'année, début d'année prochaine? Alors, il y a effectivement un risque de d'autres actions suivront. Et soyons clairs, si on veut calculer ce fameux handicap salarial par rapport aux pays voisins, alors qu'on commence à prendre en compte toute une série de choses qui ont été mises de côté et qui ne sont pas prises en compte. Et qui équivalent, c'est notamment toute une défiscalisation des heures supplémentaires, c'est environ 8 milliards, le tax shift et autres. Donc, cette fameuse loi de 96, revue par le gouvernement Michel, a détraqué aussi la comparaison possible avec les pays voisins. Et ça, c'est problématique. Merci, Estelle Kullmann, donc secrétaire générale de l'interrégionale de la FGTB en région bruxelloise.